suis équipé. Ouais, c'est pour ça. Ouais, je peux pas parler. Vous m'avez pas donné ce que vous aviez fabriqué pour mettre derrière. Oui. Ou mettre des marques. Ça va aller ? Je peux écrire dessus ? Ah oui, Ouais. Ça fait tout bon. Ok. En fait, on m'a passé un micro cravate, enfin pas cravate, mais donc je pense que ça ira, oui. D'accord. Mais enfin, si vous, éventuellement, je ferai appel à vous, mais je pense que ça ira. Je vais commencer, oui. Bonjour. Alors, dans ma main gauche, j'ai un ballon en caoutchouc. Dans ma main droite, j'ai un morceau de pâte à modeler. Et ces deux objets ont une propriété commune, c'est d'être très facilement déformables. Si je tire sur le ballon en caoutchouc, il se déforme. Je peux le gonfler, je peux lui donner à peu près n'importe quelle forme que je veux. Il en est de même pour la pâte à modeler. Je peux la tordre quasiment à volonté. Et donc pendant un peu plus d'une demi-heure, je vais vous parler, vous expliquer des choses sur de tels objets, ou plus précisément sur la matière, sur les matériaux qui constituent ces objets, sur les matériaux qui sont très déformables. Alors, tout matériau, si on lui applique une force, il se déforme, mais il se déforme plus ou moins. Et le fait de montrer des déformations sur les matériaux très déformables permet de mieux visualiser les choses et du coup de mieux se rendre compte des liens qui peuvent exister entre la déformation et la structure des matériaux eux-mêmes. Pour revenir à la pâte à modeler que je vous ai présentée au début, si je lui impose une certaine déformation et que je la relâche, la déformation reste. Cette propriété, qui s'appelle la propriété de plasticité, comme ça a été expliqué d'ailleurs lors de l'exposé précédent, cette propriété de plasticité est très utile, par exemple si on veut faire des moulages ou si on veut façonner de manière permanente tel ou tel matériau. Les choses sont bien différentes pour le caoutchouc. Si je tire et que je relâche, il retrouve la forme qu'il avait à l'origine, ce qui a aussi des applications importantes. Imaginez un pneu de voiture en pâte à modeler, il perdrait tout de suite tout son intérêt. Et l'enjeu, chaque fois qu'on a en tête une application, est de trouver le matériau ou de concevoir le matériau qui correspond le mieux à l'application donnée. Et ces deux exemples l'illustrent. Et donc pour être capable de concevoir, de savoir quel est le matériau qui correspond le mieux, il faut d'une part connaître les différentes propriétés qui peuvent exister, que peuvent avoir les matériaux, et d'autre part avoir une idée de la structure qui peut correspondre à telle ou telle propriété. Alors pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vais commencer par m'intéresser à deux matériaux bien différents. Celui-ci, qui est un élastomère. Donc un exemple d'élastomère, là ce n'est pas du caoutchouc, mais le caoutchouc est un exemple d'élastomère. Vous voyez son comportement, il frétille, il a un comportement élastique. Et l'autre matériau
que je vais vous montrer, c'est celui qui est contenu dans cette bouteille. C'est une huile de silicone qui est transparente. Et on voit donc que c'est un liquide très visqueux. Alors pour comparer les propriétés mécaniques de ces deux matériaux, je vais les solliciter exactement de la même manière en faisant l'expérience suivante. Je vais prendre une plaque en verre, comme ceci. Je vais déposer le matériau sur la plaque en verre. Je vais le couvrir par une autre plaque en verre et je vais imposer une rotation pour en fait faire une déformation qui est une torsion du matériau qui est pris en sandwich dans les deux plaques et on va regarder ce qui se passe. Alors je vais commencer par l'élastomère. Donc ceci est une tranche qui est issue de l'élastomère précédent, qui correspond à la structure du caoutchouc. Je le pose sur la plaque de verre que je couvre et je vais réaliser la rotation comme j'ai décrit. Et lorsque je relâche, vous voyez que la plaque de verre supérieure reprend la position qu'elle avait à l'origine. Il faut l'interpréter comme le fait que ce gars-là, l'élastomère, il a du caractère, il veut absolument reprendre la forme qu'il avait auparavant, il veut reprendre la forme préférentielle qu'il a, et dès que je lui laisse la liberté, il se tourne de manière à annuler en fait la déformation. Il garde la mémoire de la forme qu'il avait auparavant. Donc ce comportement est un comportement élastique. Maintenant, si je refais la même expérience avec le fluide, je vais donc verser un petit peu d'huile de silicone sur cette plaque, et puis je vais ensuite couvrir le tout. Donc je verse l'huile, elle est transparente. Vous voyez que c'est une huile très épaisse, très visqueuse, donc elle met beaucoup de temps pour couler, mais on va y arriver. Voilà, elle commence à s'écouler. J'en mets un petit peu sur la plaque, et on va voir ensuite, lorsque j'applique le mouvement de rotation, ce qui va se produire. Voilà, ça s'étale. On voit bien que c'est un liquide, ça coule. Je referme la bouteille. Et en couvrant, bon, c'est une forme un peu moins régulière que précédemment, en couvrant et en imposant un mouvement de rotation, lorsque je lâche, vous voyez qu'il ne se passe rien. En fait, le fluide a perdu la mémoire de la forme qu'il avait précédemment. Le fluide s'adapte à n'importe quelle forme qu'on lui impose. Il n'est pas contrariant, contrairement au cas de l'élastomère. Il est docile, il s'adapte à n'importe quelle forme. Donc on voit bien deux comportements bien contrastés qui ressortent par ces expériences, comportement élastique, comportement de fluide visqueux. Ce qui est assez étonnant, c'est que ces deux matériaux, élastomère et huile de silicone, sont en fait constitués de molécules qui sont extrêmement proches l'une de l'autre, et malgré cela, les comportements mécaniques que vous voyez sont très différents. Les molécules qui composent ces matériaux s'appellent des polymères. Donc un polymère, c'est une très grosse molécule, une macromolécule, qui est constituée d'un enchaînement d'un grand nombre d'atomes, qui consiste en fait en une répétition d'unités de base. Je représente ici un polymère. Alors les unités de base qui sont représentées par les disques gris peuvent être enchaînées de manière en ligne, comme c'est le cas ici, ou alors il peut y avoir des ramifications. Là, je vais considérer uniquement des matériaux pour lesquels l'enchaînement est en ligne. Et voilà, les polymères, on les rencontre, ils sont très abondants, ils ont des applications très variées, ça va des protéines aux fibres de Kevlar renforcées. Et en pratique, un polymère n'est jamais isolé. On n'a jamais un polymère dans le vide. Il est toujours entouré d'autres objets, d'autres molécules, d'autres entités que je représente sur ce dessin en bleu, qui peuvent être des molécules d'eau, des molécules qui viennent d'un autre polymère, peu importe. Et il faut savoir qu'à cette échelle, à l'échelle des molécules, les choses ne sont pas figées. Il y a ce qu'on appelle l'agitation thermique. Tous les atomes, toutes les molécules sont animés d'un mouvement désordonné, perpétuel. Ça va dans tous les sens. Si bien qu'il y a des collisions, que je représente là par des flèches en rouge. De certains instants, une collision se fait vers le bas, après vers le haut, etc. Ce qui fait que le polymère n'est pas immobile à cause de ces collisions qui lui transmettent du mouvement. Le polymère frétille. On a un peu quelque chose qui pourrait paraître vivant, qui bouge constamment. C'est le résultat de l'agitation thermique. Alors un polymère peut prendre différentes formes. Ici, les extrémités sont rapprochées l'une de l'autre.
Ici, c'est le même polymère, mais les extrémités sont très éloignées. Et on voit bien que par le jeu de cette agitation thermique que je viens de décrire, si ces parties ici dans la configuration où les extrémités sont proches, si ces parties frétillent, cela va n'avoir aucune conséquence sur la distance qui sépare ces deux extrémités. Par contre, si le polymère est déjà tendu, le moindre frétillement, le moindre mouvement va avoir tendance à rapprocher les extrémités. Donc il faut en conclure que pour garder une chaîne tendue, il faut appliquer une force à ces extrémités, que j'ai représentée ici par une flèche verte, et cette force doit être d'autant plus grande que les extrémités sont éloignées. Pour maintenir les extrémités d'une telle molécule éloignée, il faut exercer une force d'autant plus forte que l'éloignement est grand. Et ce comportement, force d'autant plus grande que la distance entre les extrémités est grande, est totalement analogue au comportement d'un ressort ou d'un ruban élastique. Regardez, là j'ai un ruban élastique qu'on trouve en mercerie. Si j'exerce une force, j'écarte la distance entre les deux rubans. Pour écarter encore plus la distance entre les deux rubans, il faut une force encore plus grande, et ainsi de suite. Pour les polymères, c'est la même chose. Plus ils sont écartés, plus la force à appliquer doit être forte. C'est une conséquence de l'agitation thermique. Alors pour revenir aux matériaux que je vous ai présentés, par exemple à l'élastomère qui est ici, voilà la structure. On retrouve les polymères, ces chaînes en gris. Et dans le cas de tels matériaux, dans le cas d'un élastomère, les polymères sont reliés entre eux par des liaisons chimiques que j'ai représentées ici en orange, si bien qu'on obtient en quelque sorte un réseau tridimensionnel qui va dans toutes les directions, un réseau de chaînes avec des points de jonction. Ici, mais il peut y avoir d'autres situations, ici, en chaque point de réticulation, ces points de jonction, partent 3 polymères. Et comme je vous ai dit tout à l'heure qu'un polymère a un comportement mécanique identique à celui d'un ruban élastique, je vais remplacer sur ce dessin les polymères, ces longues molécules, par un ruban. Donc par exemple, celle-ci, je remplace par un premier ruban, et ainsi de suite. Je vais toutes les remplacer par des rubans. Et ainsi, on a simplifié en fait la structure du polymère, et ça va permettre de mieux saisir comment se comportent les choses. Alors, j'ai justement fait la maquette qui correspond à cette configuration. Donc vous voyez, c'est une maquette, il y a des maquettes d'avions, des maquettes de voitures, des maquettes de bateaux. Là, c'est une maquette d'élastomère. C'est peut-être un peu moins joli, mais bon, ça a quand même un aspect artisanal qui la rend sympathique, je trouve. Et cette maquette d'élastomère va en plus permettre de comprendre un petit peu le fonctionnement, les propriétés de ces matériaux. Donc vous voyez, on a un réseau tridimensionnel de rubans élastiques. Et on peut voir, si j'applique une déformation comme ceci, je peux mesurer la force qu'il faut pour générer cette déformation. Et puis, si je mets un poids, ici un poids de 1 kg que je suspends, on voit que la structure globalement s'allonge. Si je mettais un poids 2 fois plus important, je ne vais pas le faire ici pour ne pas être trop lourd, à ce moment-là, l'allongement serait 2 fois plus grand. Donc on peut voir une première propriété, que l'allongement est proportionnel à la force qu'on applique au polymère. Si je supprime la force qu'on applique, il regagne la configuration qu'il avait initialement. Et donc là, c'est bien une propriété qui correspond à celle que je vous ai montrée, la propriété d'élasticité, qui reprend la forme qu'il avait lorsqu'on lui supprime la sollicitation. On peut imaginer un polymère avec un élastomère, avec une structure plus ou moins riche en liens. Alors je vais vous montrer ce qui se passe. Alors peut-être que pour faire les choses un peu plus précisément, voilà, vous voyez que là, je vais repérer, voilà, c'est pas très pratique, mais voilà, je vais poser ici, on peut repérer de cette manière la position qu'il a, la longueur totale. Maintenant, si je rajoute des liens élastiques, ce que je vais faire au moyen de pression, voilà, je rajoute quelques liens, et je vais ensuite remettre la masse pour voir que les propriétés d'élasticité ont effectivement évolué. Donc, je pense qu'il y en a une ici et une plus basse. Voilà, et une plus basse. Voilà, donc ce réseau élastique est plus dense que le réseau précédent. J'ai rajouté des liens. Et maintenant, si l'on compare avec la déformation
qu'il y avait auparavant, on s'aperçoit, bon, c'est vrai que c'est pas, j'ai pas pris les marques suffisamment précisément, mais on s'aperçoit qu'il est descendu moins bas, donc le réseau est devenu plus rigide quand j'ai rajouté des liens. Et ça, c'est une propriété tout à fait générale des élastomères. La rigidité, la constante élastique est d'autant plus importante que la densité des nœuds du réseau est forte. Donc ainsi, on peut avoir des élastomères de différentes rigidités. Ici, celui-là, vous voyez qu'il est très mou, alors que celui-ci est beaucoup plus dur. Pourquoi est-il beaucoup plus dur? Parce que la densité de nœuds du réseau élastique est beaucoup plus importante. Alors maintenant, je vous ai dit que la propriété de l'élastomère, que la structure, que la composition de cet élastomère est en fait très proche et constituée de polymères comme cette huile de silicone. Et pourtant, il y a une différence fondamentale que je vais illustrer sur ces dessins. Revoilà l'élastomère, le même dessin que j'ai fait. Dans le cas de l'huile de silicone, ce sont les mêmes polymères, sauf qu'il n'y a pas les points de réticulation. Et ainsi, les chaînes polymères sont libres de se déplacer les unes par rapport aux autres, elles glissent, et donc elles perdent la mémoire en fait, de leur position relative par rapport à leurs voisines. Et c'est pour cette raison que ce matériau s'écoule et qu'il n'y a pas le retour élastique que j'ai mis en évidence dans le cas de l'élastomère. Les particules, les constituants glissent les uns contre les autres. Et donc à ce stade, pour faire un point rapide, présenter deux comportements très différents de la matière. Le comportement du solide élastique, c'est l'exemple du caoutchouc, plus généralement des élastomères, qui reprend la forme initiale quand on supprime la contrainte, et le comportement d'un liquide visqueux. Les exemples sont l'eau et l'huile. Alors il faut savoir que la viscosité traduit le fait que l'écoulement se fait plus difficilement, ou plus précisément, plus lentement. Là, c'est l'huile de silicone. Vous voyez qu'au bout d'un moment, la surface va devenir horizontale. De l'eau, la surface devient horizontale beaucoup plus rapidement, tout simplement parce que l'eau est constituée de molécules plus petites et les effets de friction entre les différentes molécules sont moins forts, ce qui fait que l'écoulement, le changement de forme, se fait de manière plus simple, plus rapide. Ce qui traduit donc la propriété de viscosité de ces différents des liquides, des fluides visqueux. Maintenant, au début de ma présentation, je vais présenter un matériau, la pâte à modeler. Je vous ai dit que c'était un matériau plastique. On va voir un petit peu ce qu'il en est si je refais la même expérience, si je place à nouveau cette pâte à modeler, qui sert essentiellement pour les sculptures, pour faire des moulages pour les artistes. Ce qui se passe si je mets un morceau de pâte à modeler entre deux plaques, comme précédemment. Donc, voilà deux plaques. Je place la pâte à modeler, et puis je vais faire tourner l'ensemble pour voir ce qui se passe. Voilà. Je fais tourner, je lâche, et on a le même comportement que le comportement du fluide visqueux. Il n'y a absolument pas de retour. La pâte est complètement malléable, elle s'adapte à la forme qu'on lui a donnée. On peut dire que voilà, elle a perdu la mémoire de sa forme précédente. Et donc à ce stade, s'il est évident que la pâte à modeler n'est pas un solide élastique, est-ce pour autant un fluide visqueux? Alors une petite expérience montre de suite que ce n'est pas un fluide visqueux. Regardez, on peut faire plusieurs démonstrations, mais là, j'ai un morceau de pâte à modeler, je vais la déformer en enfonçant mon doigt. Elle se déforme, j'arrive à enfoncer mon doigt, mais au fur et à mesure que la déformation se produit, il faut que j'appuie de plus en plus fort, et à la fin, je ne vais jamais arriver à transpercer la pâte à modeler. Il faut une force d'autant plus forte pour accumuler les déformations, ce qui n'est absolument pas le cas d'un liquide. Si on fait sédimenter un objet, si on met un objet lourd dans un liquide visqueux, il descend à vitesse constante, alors que la force est constante. Ce n'est pas le cas de la pâte à modeler, et ça marque une différence fondamentale par rapport au cas d'un fluide visqueux. Alors pour comprendre cette différence, on peut regarder la structure d'une telle pâte à modeler. Une pâte à modeler, en fait, est constituée de grains de craie qui sont beaucoup, beaucoup plus gros qu'une molécule. 10 000 fois, 100 000 fois plus gros qu'une molécule. Et ils sont si gros que les chocs venant de l'agitation thermique que j'ai décrit précédemment
Ces chocs, donc j'ai oublié de préciser que ces grains de craie baignent dans une huile visqueuse, et que les chocs thermiques des constituants de cette huile visqueuse sur les grains sont insuffisants pour faire bouger ces grains, parce que ces grains sont beaucoup trop lourds, ce qui fait que les grains, contrairement aux molécules, les grains ne frétillent pas, ils sont fixes, ils ne bougent pas. Lorsque j'appuie sur la pâte à modeler, en quelque sorte, je la tasse, je concentre sous mes doigts les grains qui constituent la pâte à modeler. Les grains sont de plus en plus concentrés, ils sont de plus en plus encombrés, et de cet encombrement, en fait, naît une résistance à l'enfoncement. Cette résistance n'existe pas pour un liquide grâce à l'agitation thermique. L'agitation thermique fait en sorte de bien répartir de manière harmonieuse, de manière homogène, toutes les molécules du liquide, ce qui fait qu'il n'y a pas cet effet de surconcentration sous le point où on applique la force. Alors que c'est le cas pour la pâte à modeler, ce qui marque une différence essentielle entre le comportement d'une pâte et le comportement d'un liquide. Donc cette pâte à modeler, ce n'est ni un solide élastique, ni un fluide visqueux. En fait, on peut l'appeler un solide plastique. Solide parce que si je pose un morceau de pâte à modeler sur la table, il ne va pas se déformer, il va garder cette position, à moins que je lui applique une force, il va garder sa forme aussi longtemps qu'on peut attendre. Donc voilà un troisième comportement possible de base d'un matériau très déformable, la plasticité. Oui ? Les argiles présentent aussi beaucoup de plasticité, oui. En fait, là, je présente des matériaux particulièrement simples où les propriétés sont découplées. Il y a aussi des cas intermédiaires de matériaux qui présentent à la fois de la plasticité et de l'élasticité. Mais en fait, il faut combiner les différentes explications que je vous présente pour comprendre en fait, les matériaux plus compliqués. Mais là, je me restreins aux propriétés de base, si vous voulez, de la matière. Mais je vais vous présenter un quatrième type de comportement qui est très intéressant. Il s'appelle la viscoélasticité. Alors, je vais fabriquer devant vous un tel matériau, viscoélastique, pour bien vous montrer en quoi cette propriété consiste. Donc, pour cela, je vais mélanger de l'alcool polyvinylique. Donc, l'alcool polyvinylique, c'est constitué de polymères qui sont dissous dans de l'eau, de polymères de longue chaîne, comme tout à l'heure, mais avec une structure légèrement différente. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Que je vais mélanger avec des ions borax. Les ions de borax, on les trouve dans l'alcool polyvinylique, c'est un constituant qu'on trouve dans des cols. Le borax, on le trouve en pharmacie, par exemple, dans du dacryocérum, je crois. Et donc, on va voir ce qui se passe. Quand je vais mélanger ces deux molécules, je vais faire l'expérience. Donc, je mélange l'alcool polyvinylique qui est ici, je vais mettre sous la caméra, l'alcool polyvinylique qui est un liquide, j'ai mis un colorant vert pour qu'on voit bien, et le borax qui est aussi sous forme liquide. Je verse ce premier liquide, parfait, le second, et puis je vais mélanger au fur et à mesure. Je mélange un certain temps. Et puis, au fur et à mesure que le temps s'écoule, je sens une résistance de plus en plus grande pour le mélange. Le matériau s'épaissit. J'ai quelque chose qui devient gélatineux et qu'on appelle du slime. Voilà, j'obtiens un matériau qui a ce genre de consistance. Je vais le prendre, l'essuyer après, j'en prends, il reste du liquide parce que je n'ai pas mélangé suffisamment longtemps. Donc voilà, j'obtiens ce type de matériau qui a une substance, qui a une consistance nettement gélatineuse. Et on va voir quel est le comportement. Est-ce qu'il a un comportement élastique? Est-ce qu'il a un comportement plastique? Est-ce qu'il a un comportement visqueux? Donc je récupère ces deux plaques et je vais à nouveau refaire cette même expérience pour regarder ce qui se passe. Donc le voilà, je l'ai dans la main, une plaque à peu près centrée.
je pose le matériau, je le prends en sandwich, et puis, si je lui applique une déformation et que je relâche, on voit qu'il reprend la forme qu'il avait initialement, à peu près. Et donc, on a l'impression bien d'avoir un matériau qui est un solide élastique. Effectivement, si on peut repasser à l'écran de l'ordinateur, effectivement, ce qui se passe, c'est que les ions borax créent des liaisons entre deux chaînes d'alcool polyvinylique, et ces liaisons, en fait, font office de point de réticulation. Et ainsi, on a obtenu un réseau tridimensionnel de polymères, un peu comme un élastomère, et c'est pour cela qu'on a un comportement élastique du matériau. Maintenant, si je refais l'expérience, mais au lieu d'attendre, au lieu de relâcher tout de suite, je crée la déformation, j'attends quelques secondes, et je lâche. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le retour élastique ne se fait plus du tout. Le comportement a radicalement changé. Au début, quand je faisais une déformation rapide, le matériau voulait absolument reprendre la forme qu'il avait auparavant. Et puis, si je le déforme de la même manière, mais que j'attends un petit peu, finalement, le matériau a renoncé à reprendre sa forme, il s'est adapté, et puis, il ne revient plus du tout. Donc on a un comportement vraiment très contrasté entre ce qui se passe au temps court, où au temps court, il a un comportement élastique, quand je lâche très rapidement, il a un comportement élastique, et ce qui se passe sur des longues durées, il a un comportement visqueux. Donc c'est pour cela qu'on qualifie ce comportement de comportement visco-élastique. Alors, la structure de ce matériau, le comportement viscoélastique, pour l'expliquer, je vais m'appuyer en fait sur une autre réalisation d'un matériau viscoélastique qui a un comportement mécanique extrêmement proche. Il s'agit d'un microémulsion connectée. Et je vais vous décrire ce que c'est que ce matériau. C'est une microémulsion. Alors, une microémulsion, c'est une dispersion de gouttelettes d'huile dans de l'eau. Alors, vous savez que si on mélange de l'huile avec de l'eau, l'huile remonte à la surface, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'écrémage, parce que l'huile est moins dense que l'eau. On peut observer ceci. Si je verse, bien que ce ne soit pas à l'heure de l'apéritif, j'ai pris un petit peu de pastis, je mets du pastis dans ce récipient, je mets de l'eau, et vous voyez que ça devient blanchâtre, tout d'un coup. Ce n'est plus transparent, ce n'est plus translucide. Vous avez tous déjà, je pense, remarqué ce phénomène. Pourquoi est-ce que ça devient translucide? Parce qu'il y a des gouttelettes d'huile. Le pastis contient des huiles essentielles qui ne sont pas solubles dans l'eau, et si bien que ces gouttelettes sont suffisamment grosses pour diffuser la lumière, et c'est ainsi qu'on a un peu un aspect laiteux. Maintenant, si je rajoute du liquide vaisselle, si je rajoute un petit peu de liquide vaisselle ou du savon dans ce récipient, au début, il ne se passe rien, et puis, si je mélange un peu, vous voyez qu'il devient à nouveau transparent. Pourquoi devient-il transparent? Parce que l'action du savon a été de rendre les gouttelettes plus petites. Le savon a divisé les gouttelettes, les a rendues beaucoup plus petites que ce qu'elles étaient, et maintenant les gouttelettes d'huiles essentielles provenant du pastis sont si petites qu'elles ne vont pas, que l'agitation thermique est suffisante pour empêcher le phénomène d'écrémage. La situation avant de mettre le savon, si j'avais attendu quelques heures, on aurait eu le phénomène d'écrémage, l'eau serait restée en bas et puis l'huile serait remontée en haut. Là maintenant, on peut attendre aussi longtemps qu'on veut, on a une dispersion stable de gouttelettes, de micro-gouttelettes d'huile dans de l'eau. Donc voilà la base du matériau dont je vais parler maintenant. La base de ce matériau, c'est une microémulsion, ces gouttelettes. Ici, les gouttelettes d'huile, je les ai représentées en bleu, et l'eau est en blanc. Alors à ce stade, vous voyez qu'une microémulsion a un comportement tout à fait liquide, on ne voit pas trop de différence comparativement à l'eau. Et si on ajoute maintenant des polymères à ce système, et des polymères d'un type un peu particulier, des polymères, alors voilà, des polymères que je vais modéliser comme tout à l'heure
par un ruban en caoutchouc. Ici, le ruban est noir, avec des extrémités qui sont de nature différente, des extrémités qui vont coller les gouttelettes d'huile. Le corps principal du polymère, la partie noire de la molécule, va rester dans l'eau, va rester entre les gouttelettes d'huile, et les extrémités vont se coller aux gouttelettes d'huile. Donc si ceci représente une gouttelette d'huile que j'ai entourée de velcro, les extrémités, j'ai aussi mis une bande velcro, les polymères s'accrochent aux gouttelettes d'huile, et ainsi, les polymères vont pouvoir créer un pont entre deux gouttelettes d'huile, et de cette manière, on va créer un réseau, à nouveau, tridimensionnel, où là, les points de réticulation, les nœuds du réseau, sont constitués des gouttelettes d'huile, sur lesquelles les polymères se collent. Et un point important, pour comprendre le comportement de ce matériau, vient de ce que l'adhésion des extrémités collantes sur les gouttelettes d'huile est assez faible. Et l'agitation thermique, les chocs des molécules qui entourent ce système, sont parfois suffisantes pour arracher une extrémité à une gouttelette d'huile. Et puis, cette extrémité, se trouvant libre, va se remettre sur une autre gouttelette d'huile, etc. Si bien que la structure du réseau va évoluer au cours du temps, au fur et à mesure que les extrémités vont se désengager des gouttelettes d'huile. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je remplace comme j'ai fait tout à l'heure, je remplace les chaînes de polymères par des rubans pour vous montrer comment fonctionnent les choses. Et puis, comme tout à l'heure, j'ai réalisé à nouveau une maquette de microémulsion connectée, où vous voyez gouttelettes d'huile, et puis les liens, les polymères. Donc on peut repérer, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu délicat, on peut repérer la hauteur initiale. Si je mets une masse à ce système, il va répondre, ça ne va pas casser, voilà, il va répondre de manière élastique. Si je relâche la masse, il reprend exactement la même configuration que ce qu'il avait auparavant. On a le comportement d'un élastomère. Mais, donc voilà, la ligne rouge représente la position initiale. La ligne violette représente la position une fois que j'ai fixé la masse. Mais une fois que j'ai fixé la masse, et on le voit bien ici, les liens sont tendus. Donc ils vont avoir tendance à se désengager et à se réorganiser. Par exemple, ce lien qui est ici, qui est très tendu parce qu'il est en diagonale, donc il est très étiré, son extrémité va peut-être lâcher et se recoller sur une autre gouttelette d'huile. Donc voilà ce qui va se passer. Au bout d'un certain moment, on peut supposer que toutes les secondes, il y a un velcro qui se détache et qui va se rattacher. Au bout d'un moment, ce velcro se détache et il va se remettre, ça s'appuie, il va se remettre un peu plus bas. Donc voilà la configuration qui est prise. Et puis, je vais continuer à faire ce jeu de réorganisation. Ce lien-là était bien tendu, donc je vais le mettre dans une configuration moins tendue. De même pour celui-ci. Voilà, configuration moins tendue, etc., etc. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que les liens se réorganisent, la masse descend. Au final, on va avoir une configuration, je vais enlever la masse parce que j'ai peur que les velcro lâchent. Au final, on a une configuration où la longueur a augmenté par rapport à la déformation initiale. Si bien qu'on peut séparer la déformation en deux parties. La première partie qui correspond à celle qui sépare les deux premiers traits, c'est une déformation purement élastique. Et la deuxième partie, entre le trait violet et le trait jaune, correspond à une déformation que je vais qualifier de déformation visqueuse, parce que son origine vient de ce que les liens ont perdu la place qu'ils avaient au début et qui se sont réorganisés, qui se sont déplacés de manière irréversible. Et ainsi, on comprend qu'un matériau avec une telle structure combine les deux propriétés, combine l'élasticité et la viscosité. Si je continuais à faire des réorganisations, la masse descendrait encore et encore, et on voit bien, on aurait le comportement bien visqueux du slime, par exemple, que j'ai fabriqué. Pour montrer un peu la situation, ça c'est du slime, c'est le même que j'avais fabriqué avant. Voilà, ce que j'ai modélisé correspond à
un morceau de fluide viscoélastique. Quand je le lâche, il s'étire instantanément. Et puis ensuite, donc il s'étire instantanément, ça correspond à la déformation élastique. Et puis ensuite, il continue à s'allonger. Et là, il a un comportement visqueux. Donc vous voyez, c'est un matériau qui joue sur les deux tableaux, qui combine élasticité et viscosité. Une autre manière de voir les choses, si je fais une boulette avec, elle rebondit un petit peu, elle rebondit comme le fait une balle en caoutchouc, et absolument pas comme le fait, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais la pâte à modeler, si je la lâche, elle ne rebondit absolument pas. Donc, autant court, parce que le rebond est très rapide, se comporte un peu comme un élastique. Si je pose cette boule sur la table, au tout début, elle s'affaisse un petit peu, c'est une déformation élastique, et puis elle continue à s'affaisser, et au bout d'un moment, la déformation est telle que je vais obtenir une flaque, elle se sera complètement étalée, parce qu'au bout d'un moment, son comportement est celui d'un fluide visqueux. Donc voilà un autre comportement important, possible des matériaux très déformables, celui de la viscoélasticité qui permet de passer d'un comportement élastique à un comportement visqueux. Et donc, savoir s'il a un comportement élastique ou un comportement visqueux, tout ça c'est une histoire de temps, si on le considère sur des temps courts ou sur des temps longs. Donc voici les principales caractéristiques, les principales propriétés sous déformation que l'on peut dégager avec ces types de matériaux. Je vous ai montré un élastomère solide élastique, l'huile de silicone fluide visqueux, pâte à modeler c'est un solide plastique, et puis le slime qui est vert, ou la microémulsion connectée que j'ai schématisée par cette maquette, c'est un fluide visco-élastique. Donc pour l'instant, j'ai sollicité ces matériaux de manière assez gentille. Je n'ai pas tiré trop fort dessus. Maintenant, on va voir ce qui se passe si je tire très fort sur ces matériaux. Alors, je peux commencer par l'élastomère. L'élastomère, je vous dis que l'élastomère, lui, il veut à tout prix garder sa position initiale, il a du caractère, il ne veut pas accepter qu'on le déforme, mais maintenant, si on est plus fort que lui, si je tire fort sur ses extrémités, il s'étire encore, et au bout d'un moment, il a cassé. Il est cassé, il s'est séparé en deux morceaux, et puis ensuite, c'est fini, parce qu'en tirant fort, j'ai cassé des liaisons chimiques, et ces liaisons chimiques, elles ne vont pas se reproduire, et donc voilà. J'ai gagné, là j'ai pu imposer une grande déformation à l'élastomère, et d'ailleurs, il s'est cassé. Donc, ici on voit que le matériau a présenté une fracture, c'est maintenant ce que je vais vous parler, des fractures de ce type de matériau, je vais vous en parler rapidement. Donc, l'élastomère se casse en deux de manière irréversible. La pâte à modeler, si je tire doucement peu dessus, elle s'étire. Par contre, si je tire rapidement, elle s'est séparée en deux morceaux. Alors, est-ce pour autant une fracture? Ce n'est pas une fracture, parce que dans la pâte à modeler, rappelez-vous la structure que je vous ai présentée tout à l'heure, avec des grains qui baignent dans un liquide visqueux, il n'y a pas de liaison. Quand j'ai tiré sur la pâte à modeler, je n'ai pas cassé de liaison. J'ai séparé juste en deux parties le matériau que j'ai sous la main. C'est tout à fait analogue à ce qui se passe avec un liquide. Imaginez que j'ai un récipient avec de l'eau, je verse une partie dans un récipient, j'ai séparé le liquide en deux parties, mais je n'ai pas pour autant cassé. Par contre, si je rassemble le liquide dans le même récipient, à ce moment-là, je forme à nouveau un tout. Je forme à nouveau un liquide, voilà, il s'est reconstitué. La pâte à modeler, les deux morceaux de pâte à modeler, donc on peut regarder à la caméra. Oui, c'est fondamental. La résistance des structures. Voilà. Alors, maintenant, vous avez tout à fait raison de le souligner. Maintenant, donc, la pâte à modeler, je peux la casser, elle s'est cassée en deux parties. Et puis ensuite, si je remets les matériaux en contact, les deux parties en contact, elles ne cicatrisent pas pour autant. Le comportement est très différent de ce qui se passe avec un liquide où les deux parties se mélangeraient. Pourquoi elles ne se reconstituent pas? Parce que
il n'y a pas l'agitation thermique dans un liquide, les deux parties se remettent en contact parce que les molécules sont en mouvement perpétuel. Les molécules frétillent et du coup, elles se mélangent et elles s'assemblent par ce mécanisme. Les grains qui constituent la pâte à modeler sont trop lourds, il n'y a pas d'agitation thermique. Et pour rendre l'intégrité au matériau, il faut que ce soit moi qui fournisse une force suffisante, en fait, qui remplace l'agitation thermique en appliquant quelque chose de plus fort, en le malaxant. Et lorsque j'ai suffisamment malaxé cette pâte à modeler, au bout d'un moment, on a perdu complètement la marque de la rupture. Donc là encore, on voit une différence importante entre liquide, entre fluide et la pâte à modeler. Et pour finir, je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà. Ouais, je vous propose d'en reparler après, comme ça je termine, et puis ça fera de manière plus... Alors, regardez, je finis, et puis après on pourra discuter. Que se passe-t-il avec le fluide viscoélastique? Si je tire dessus lentement, il s'étire un peu, ça forme un filament, un peu comme on obtiendrait avec du miel, hein, c'est un fluide épais. Donc il s'écoule, je tire lentement, il a un comportement visqueux. Maintenant je vais tirer rapidement. Je l'ai cassé, là il s'est même cassé en 3 morceaux, et donc je l'ai cassé, il s'est fracturé, là j'ai cassé des liaisons, j'ai cassé les liaisons qui sont des liaisons qui n'étaient pas permanentes, mais je les ai quand même cassées. Donc en ce sens, c'est une vraie fracture. Maintenant, si je rassemble ces 2 morceaux, si je les remets en contact et que j'attends longtemps, à ce moment-là, ce que je sonde, puisque j'attends longtemps, je sonde les propriétés visqueuses de ce matériau. Et donc il va se comporter comme un fluide, et ainsi les molécules vont diffuser d'une partie à l'autre, d'un bord à l'autre, par le biais de l'agitation thermique, et puis ce matériau, sans que j'aie à le malaxer, a cicatrisé. Donc vous voyez que ces fluides viscoélastiques ont des propriétés intéressantes. Ils peuvent fracturer, mais parce qu'ils jouent sur les 2 tableaux, sur le tableau du fluide visqueux et du solide élastique, ils sont aussi auto-cicatrisants, ils sont auto-réparants. Ce sont des matériaux qui cicatrisent spontanément. Donc voilà, c'est une propriété intéressante que je voulais signaler sur ces matériaux concernant la fracture. Alors effectivement, hein, c'est un peu le sens de la remarque qui a été faite, ou des remarques qui ont été faites. J'ai présenté jusqu'à présent des comportements très simples sur des matériaux qui sont, dont la structure est tout de même relativement simple. Mais ce que j'ai dit s'applique moyennant des adaptations qui sont parfois assez lourdes. Ce que j'ai dit s'applique pour une très large gamme de matériaux à la structure plus compliquée, mais les mêmes concepts se retrouvent. Et donc ces matériaux, les applications peuvent être très variées. Hein. Par exemple, dans l'agroalimentaire, l'écoulement du ketchup relève de certains phénomènes que j'ai mis en relief. La moutarde, hein, tout ça, ce sont des fluides, des matériaux qui sont à la limite entre fluide, entre élastique, un peu plastique, viscoélastique. Toutes ces propriétés se mélangent. La pâte à pain, par exemple, la confiture. En cosmétique, on a aussi, par exemple, le dentifrice et les crèmes qu'on étale font appel à ce type de concept. Dans le génie civil, les boues de fourrage, le ciment frais, les peintures. En mécanique, les graisses les graisses qu'on dispose entre les pièces. En construction aussi, encore dans le génie civil, les constructions antisismiques font appel à des matériaux viscoélastiques. En biologie, le corps humain, hein, nous sommes constitués de matériaux mous, de matériaux qui sont souvent viscoélastiques. Là, ce sont des exemples. À l'extrémité de ce tube, on voit une cellule qui est aspirée et il a été mis en évidence que les cellules ont des comportements viscoélastiques tels que ceux que j'ai présentés. Les végétaux aussi, il va d'ailleurs en être question très prochainement. Les écoulements géologiques, l'aval, les coulées de boue, tout ça sont des exemples qui combinent les différents concepts que j'ai développés et que je voulais signaler. Donc voilà, j'ai terminé avec ce que je voulais vous présenter, ces relations entre les propriétés mécaniques et la structure. Et maintenant, si vous avez des commentaires ou des questions, ce serait avec plaisir. Et je vous remercie de votre attention. Alors, pour les questions, je suis prêt à vous donner le micro. Oui, ma question, c'est le verre. Le verre est un fluide en surfusion.
C'est encore un autre cas ou bien vous le rangez dans un nouveau cas? Alors le verre, effectivement, c'est un matériau extrêmement compliqué, qui est encore mal compris. Il y a beaucoup d'études qui portent sur le verre, mais pour le décrire schématiquement, on peut, il s'approche, comme j'ai dit, avec des difficultés supplémentaires, mais il se rapprocherait du fluide viscoélastique. Il a un comportement qui s'apparente à un solide si on le regarde sur des temps relativement courts, et puis comme un fluide visqueux si on le regarde, mais à ce moment-là, sur des temps géologiques. Donc effectivement, voilà, le verre rentre modulo certaines adaptations très importantes et très délicates, mais tout de même, il peut être considéré comme analogue à fluide viscoélastique. Comment? L'obsidienne aussi, je suppose. Je suppose aussi. Comme l'obsidienne. Bon. Une autre question? Oui, donc c'était pour compléter la réponse. Tu parles de temps géologique. En fait, tu parles de temps géologique parce que tu t'intéresses à la température ordinaire. Moi, je pose une question plus banale. Quand tu prends du verre en fusion, du verre qu'on va trouver dans des à Murano, par exemple, est-ce qu'on a étudié ces propriétés de ce verre-là sur des temps courts? Enfin, courts. Disons, effectivement, il y a des études assez récentes d'ailleurs, qui sont encore en cours, qui portent sur le verre en fusion, où à ce moment-là, on met en évidence effectivement le comportement viscoélastique. Ce qui se passe, c'est que la température décale le temps qui fait passer du régime élastique au régime visqueux, et ainsi pour certains matériaux, le temps au bout duquel on passe du régime élastique au régime visqueux est extrêmement bref. Il peut valoir une milliseconde ou même une fraction de milliseconde. Donc dans ce cas-là, le matériau apparaît comme un matériau purement visqueux. Et puis il y a des matériaux viscoélastiques pour lesquels le passage du comportement fluide au comportement élastique est beaucoup plus long. Il peut valoir des journées, des semaines, des mois, des années. Et à ce moment-là, quand on regarde ces matériaux couramment, on a l'impression d'avoir affaire à des solides élastiques. Donc en fait, pour les matériaux viscoélastiques, les voir comme un matériau visqueux ou comme un matériau élastique, c'est une histoire de temps. Si on les regarde au temps court, on a l'impression d'avoir un matériau élastique. Au temps long, on pensera avoir affaire à un matériau purement visqueux. Personnellement, j'ai eu... Il y a une question, et puis après, non, c'est pas une question, c'est que un commentaire. il s'est trouvé que travaillant à Saint-Gobain, j'avais mesuré la flèche du verre qui venait de sortir du four, et je me suis aperçu que c'était pas stable du tout, c'est qu'il continue doucement. Voilà, à s'écouler. À s'écouler, très doucement. Mais c'était pour voir qu'il y avait une symétrie. En fait, oui, il continue à couler, tout simplement. Voilà, donc ça illustre ce type de propriété. Il avait une certaine, pas viscosité. Il était froid, là. C'était pas du verre chaud. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bon. Monsieur, vous voulez poser une question là-bas? Non, mais attendez, avec le micro, parce que comme on enregistre la séance, si vous parlez sans micro, on n'entendra rien du tout. Voilà. Je voulais ajouter par rapport à la qualité de matériel et cette plasticité on considère, en particulier le béton, il a durci avec le temps, donc il obtient sa structure dont on a besoin dans la pratique. Là. Alors donc il projette de l'eau qui est en plus et qui... et par rapport à la structure, elle garde autant de l'eau qu'il a besoin selon la structure afin de durcissement le 28e jour. Mais ça, c'est une chose professionnelle par rapport à... En fait, là, moi, j'ai parlé... ingénieuse dans le bâtiment. J'ai parlé essentiellement de matériaux à l'équilibre, dont la structure est à l'équilibre et n'évolue pas dans le temps. Après, il y a des matériaux, effectivement, par exemple, un béton qui est en train de prendre, à ce moment-là, il y a des liaisons chimiques qui se forment, le ciment durcit, et à ce moment-là, il faut rajouter de la chimie pour décrire l'évolution du comportement du matériau, et puis même le vieillissement du béton est aussi associé aux réactions qui deviennent très très lentes une fois que le béton a pris et que le béton prend de l'âge. Une autre question, dans l'espace un petit peu, entre le problème de gravité et puis problème chaud et froid, que deviennent tous ces matériaux que vous nous exposez? Alors là, effectivement, ce que j'ai écrit, ça se passe à une température donnée. Alors, ça dépend des matériaux. Par exemple, je vous ai dit, l'alcool polyvénélique que j'ai utilisé pour faire le slime
est en fait une solution aqueuse, l'alcool polyvinylique. Donc à partir du moment où il y a de l'eau, l'eau peut s'évaporer, l'eau peut rentrer en ébullition, peut geler. Donc voilà, ces propriétés ne sont valables que dans une certaine gamme, somme toute assez restreinte, de température. Par contre, les élastomères, s'ils ne contiennent pas d'eau, à ce moment-là, ils ont leurs propriétés sur une beaucoup plus grande gamme de températures, et leurs propriétés évoluent au fur et à mesure que la température change, justement, parce que quand la température augmente, l'agitation thermique devient de plus en plus importante, et les forces de rappel, ainsi, deviennent de plus en plus fortes, et donc, ou de plus en plus faibles, pardon, et donc voilà, les propriétés d'élasticité du matériau changent avec la température. Ils sont plus ou moins durs, plus ou moins mous. J'arrive. Alors, ce sera mieux avec le micro. C'est une question un peu générale et philosophique. On peut décrire, une fois que tu as préparé un matériau, des propriétés que ce matériau a. Est-ce que, avec la connaissance que vous avez, que tu as, on est capable de faire une synthèse ou une préparation de matériaux qui auraient des comportements un peu particuliers? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un peu côté prédictif de construction de matériaux? On se fixe un cahier des charges et on essaye de fabriquer le matériau qui correspond à ce cahier des charges. Alors, je pense que tous les problèmes de pâtes, etc., le type de travail de L'Oréal, par exemple, est-ce qu'ils sont capables de rechercher des matériaux en disant mais je veux remplir telle fonction? Où est-ce qu'on constate? Disons, oui, il y a des essais qui sont faits. Après, il faut rester humble devant la complexité de ces propriétés. Voilà, c'est un travail qui est difficile et on essaye de s'approcher pour remplir ce cahier des charges, mais on n'y arrive que très rarement, surtout quand on essaye d'obtenir des propriétés qui sortent de l'ordinaire et qui s'éloignent des propriétés de base que j'ai introduites ici. Encore une question peut-être? Non? Écoutez, on va clore cette séance. Je vous remercie beaucoup. Merci aux conférenciers. Merci à vous. Et nous allons reprendre dans 5 minutes pour la dernière conférence. Voir comment les plantes se musclent. Voilà, donc à 17h.